Et je vais demander à Madame Allier de se connecter, s'il vous plaît. Donc, Madame Allier, qui est médecin inspecteur de santé publique à la direction de la santé publique à l'ARS, et notamment sur le pôle santé environnementale. Madame Allier, on va vous demander de synthétiser brièvement cette journée. Vous avez cette lourde responsabilité. En tout cas, on vous écoute pour la conclusion. On souhaitait remercier l'ensemble des participants. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Vous le verrez dans vos boîtes mail, vous avez reçu un questionnaire d'évaluation qui est très, très rapide, je vous le promets, à remplir. Il nous sert surtout à améliorer nos pratiques, surtout quand on est comme ça en visio pendant toute une journée. Voilà, c'est la première fois qu'on testait ce format journée visio. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer et à nous faire vos retours. Madame Allier, c'est à vous et on vous remercie. D'accord, donc écoutez, je vais essayer, c'est un challenge hein, parce que la journée a été extrêmement riche et diverse et donc il y a beaucoup d'éléments qui nous ont été fournis. Donc j'ai essayé de faire une synthèse et rapide en plus parce que nous sommes largement en dehors des délais. Donc juste pour commencer dans la matinée, nous avons d'abord vu avec le professeur Paris et Madame Fleckenstein sur la partie compréhension, présentation et compréhension de la problématique. Donc, Madame Paris nous a montré que si l'effet des perturbateurs endocriniens commençait à être discuté depuis le milieu des années 90, les connaissances ont quand même évolué en permanence, mais qu'il y a toujours besoin de les approfondir par de nouvelles études et recherches sur différentes parties de la problématique. Elle a aussi insisté, et d'autres l'ont fait en permanence toute la journée, sur cette présence des perturbateurs endocriniens ubiquitaires dans l'environnement, avec quand même une note positive que j'ai voulu noter hein, sur ce qu'elle nous a signalé sur la diminution de la contamination de la chaîne alimentaire par les perturbateurs endocriniens entre 1990 et 2005. Bon, il n'y a pas souvent d'éléments positifs dans ces domaines-là, c'est important de le noter. Alors, un des points majeurs qu'a également souligné Alain Paris, mais comme l'ont fait la plupart des autres intervenants par la suite, c'est l'importance de la fenêtre d'exposition et donc l'espace pour agir, hein, donc in utero, mais aussi durant l'enfance. Elle a bien insisté sur le fait que les arguments, qu'ils soient épidémiologiques ou expérimentaux, sont là pour montrer qu'il y a un impact sur la santé des perturbateurs endocriniens, en particulier sur les pubertés précoces, et qu'il est tout de même important de poursuivre les études et les recherches sur les sujets, sur ce sujet, en particulier sur la compréhension des mécanismes d'action. Mais aussi, moi, j'ai noté un point important dont elle a parlé, l'utilité de disposer de méthodes de dépistage d'exposition aux perturbateurs endocriniens à l'échelle du patient, parce qu'on développe des méthodes à l'échelle des populations, mais on dispose de peu d'outils à l'échelle du patient. Et en fait, elle nous a rappelé que le principe de précaution doit prévaloir, en particulier pendant cette période de susceptibilité, en essayant de diminuer l'exposition le plus possible. Hein. On n'arrivera pas à zéro, elle l'a bien dit, mais l'important, c'est d'essayer de diminuer cette exposition le plus possible. Ensuite, Mme Fleckenstein a fait le point avec nous sur la réglementation en France et en Europe. Alors, le premier point qui a été souligné, et je pense qu'on l'a revu également après, c'était la difficulté d'avoir une définition commune de la notion de perturbateur endocrinien. On a déjà vu celle entre l'Union européenne et l'OMS qui sont différentes. Pour revenir sur la réglementation existante au niveau européen, elle s'est développée au début des années 90 et sans doute l'un des éléments les plus importants, c'est la mise en place de la réglementation REACH, qui est un système d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation de toutes les substances chimiques, pas uniquement les perturbateurs endocriniens, mais aussi les perturbateurs endocriniens. L'intérêt de REACH, c'est qu'il s'applique sans transposition dans les États européens.
Par ailleurs, l'UE a développé plusieurs stratégies relatives aux perturbateurs endocriniens, dont la dernière demande une diminution des expositions et l'élaboration d'une liste de perturbateurs endocriniens. Pour ce qui concerne la France, qui a été plutôt active sur ce domaine-là, puisqu'elle a développé une première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens en 2014, une seconde en 2019. Il a été soulevé, on en a reparlé plus tard, l'interdiction du bisphénol A en France et en Europe. Nous avons aussi parlé du rôle central de l'ANSES pour comprendre, évaluer et piloter les programmes de recherche. Donc ça, c'était pour la partie comprendre. Ensuite, on est parti à la partie repérage avec le docteur Pienkowski qui nous a fait un rappel sur la puberté, hein, sur l'âge de la puberté, la chronologie, la reconnaissance. On a vu aussi l'avancée séculaire hein, de la puberté, mais qui est liée à l'amélioration des conditions de vie et de nutrition, d'alimentation. Elle nous a aussi présenté les signes cliniques qui doivent alerter sur d'une puberté précoce, croissance rapide, développement mammaire ou baisse des résultats scolaires. Et du coup, éclairer un petit peu sur la démarche à adopter face à ces questions-là. Donc, être vigilant sur les antécédents familiaux, sur l'obésité, sur les facteurs de risque que sont l'obésité et l'adoption, en particulier l'adoption internationale. Ensuite, elle nous a donné les pistes de prise en charge, quels sont les bilans à faire, tracer la courbe de croissance, les outils radiologiques, les tests OLH-RH, et ensuite aborder la question du traitement en insistant sur l'importance du traitement, parce que l'absence de prise en charge il y a des conséquences à l'absence de prise en charge, une perte de taille à terme. Et puis, elle a beaucoup insisté à plusieurs reprises sur les perturbations psychologiques que cette étape peut entraîner chez les jeunes. Et en fin de matinée, nous avons parlé du repérage en milieu scolaire avec le docteur Senemo. Alors, même si cela ne s'inscrit pas dans le cadre des examens systématiques, hein, puisqu'on est soit avant, soit après cette période, il y a quand même possibilité pour les médecins et infirmiers scolaires d'intervenir et de voir les enfants. Mais moi, j'ai noté la forte participation aujourd'hui hein, des membres de l'Éducation nationale à cette journée, ce qui montre leur intérêt sur le sujet et la volonté de s'impliquer. On a vu aussi avec le quiz qui a été réalisé en ligne qui confirmait cet intérêt. Et du coup, je pense qu'il est envisageable, je pense que c'est ce que voulait nous dire Béatrice Selmo ce matin, de construire un travail en commun auprès des enfants en termes de prévention autour des enjeux des perturbateurs endocriniens. Voilà pour la matinée. Donc cet après-midi, on est rentré dans des aspects plus pratiques, hein, des présentations d'expérience, à commencer par l'enquête auprès des médecins généralistes réalisée par le docteur Sassard. Bon, 10% de réponses à cette enquête, ce qui est un bon taux dans ce genre d'enquête. Mais moi, j'ai noté 78% des médecins qui ont eu aucune formation, qui disent n'avoir eu aucune formation sur les perturbateurs, sur la puberté précoce, excusez-moi, et 66% qui ne font pas d'examen pour des raisons liées à la pudeur. Donc, je pense que c'est vrai que c'est des éléments qui doivent attirer notre attention et que c'est évidemment un risque de retard au diagnostic de puberté précoce. Et donc, le docteur Sassard a dégagé des perspectives hein, en proposant de réaliser que soit systématisée celle de la recherche annuelle du développement des caractères sexuels secondaires chez les enfants par une évaluation régulière. Ensuite, nous avons fait un point oui, sur les outils en prévention et promotion de la santé, présentés par Delphine Soumignac. Elle nous a rappelé que la prévention est partie prenante, la prévention est partie prenante de la promotion de la santé, avec la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et puis, moi, ce que j'ai retenu, c'est dans les 11 commandements sur les préventions et promotion de la santé,
c'est que la prévention par la peur, les démarches moralisatrices ne fonctionnent pas. Je pense que la discussion que nous avons eue en dernier a tout à fait, en fin d'après-midi, là, vont à l'appui de ces éléments-là. Deux commandements à retenir: s'inscrire dans la durée et s'adapter au public à qui on s'adresse. Madame Fleckenstein est ensuite revenue à nous pour nous présenter les moyens de reconnaître et éviter les perturbateurs endocriniens, mais on l'a redit, ils sont partout. Donc, il faut faire ce qu'on peut, où on peut pour pouvoir les éviter. Elle a aussi incité de nouveau sur la fenêtre de susceptibilité, parce que s'il faut les éviter, autant choisir le moment où il faut les éviter, parce que la fenêtre de susceptibilité est aussi une fenêtre d'opportunité. Les femmes ou les couples qui attendent un enfant étaient peut-être plus sensibles durant cette période-là. Voilà, donc mettre en place des gestes et des réflexes simples hein, sur les cosmétiques, une liste d'ingrédients qui soit la plus courte possible. Au niveau de l'alimentation, éviter les produits ultra transformés. Enfin voilà, peut-être des réflexes de bon sens. Et elle nous a ensuite présenté tout un tas d'outils, mais je pense qu'on les retrouvera sur les documents, sur les présentations. Hein. Je ne vais pas les lister aussi. Ensuite, nous avons fait un point sur tout ce qui est autour de la grossesse, d'abord avec Madame Denis, qui nous a rappelé que c'était une période propice à la prévention, et en focalisant sur 2 dispositifs qui permettent d'intervenir justement sur cette problématique lors de l'entretien prénatal précoce, obligatoire depuis mai 2021, et dans le bilan de prévention. Mais aussi, elle a insisté pour la PMI l'intérêt de la visite à domicile qui permet de mieux comprendre le milieu de vie et les risques qui sont éventuellement associés. Madame Billac est ensuite revenue sur les risques liés à l'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. Donc, cette thématique est peu ou mal connue, en particulier par les femmes enceintes. Et donc, elle a proposé un livret simple, là encore un outil à disposition, de conseils à utiliser lors des consultations périnatales. Le docteur Barbeau continuait sur la position stratégique de la PMI sur la période de vulnérabilité là, sur les 1000 jours, en expliquant qu'il est important d'insister sur la qualité de l'air, l'alimentation, les médicaments, l'hygiène, qui sont tous des milieux ou des vecteurs propices à la diffusion des perturbateurs, à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Elle a également insisté sur l'importance de la formation des professionnels de santé et de la petite enfance pour cette problématique-là. Le docteur Barther nous a ensuite présenté un outil supplémentaire hein, qui est la maison virtuelle. Il y a un point important qu'elle a souligné, hein, que l'exposition aux perturbateurs endocriniens soit un sujet qui soit abordé non seulement en prévention, mais aussi à l'occasion de consultations, donc auprès des personnes déjà malades, donc déjà affectées par cette problématique des perturbateurs endocriniens dans leur santé. Nous avons ensuite fait le point avec le docteur Jésuran, avec une présentation exhaustive et très très riche des outils d'information, hein, que ce soit les affiches, les fiches, les livrets, les guides. Alors là, je ne vais pas les citer, ni en citer quelques-uns parce que j'en oublierai, mais je pense que si on reprend les présentations qui nous ont été fournies, on a beaucoup d'éléments. Idem pour les formations des professionnels, hein, où elle nous a présenté les différentes catégories pour les professionnels médicaux et paramédicaux et pour les professionnels de la périnatalité au sens plus large, avec les différents types de formations qui pouvaient être disponibles. Mais là aussi, je pense qu'il vaut mieux se référer aux présentations que d'en reparler maintenant. Et enfin, nous avons eu les présentations de Madame Lefranc du réseau environnement santé, qui nous a présenté un petit peu les actions que mène son association, différents événements, le plaidoyer, la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens, hein, qui, rappelons-le, a été signée par de nombreuses collectivités dans notre région, à commencer par la région, mais aussi différentes communes, différents départements. Et elle nous a
avancer quelques conseils, quelques orientations pour pouvoir passer à l'action, hein, l'importance du diagnostic des territoires, de la formation des élus et le travail nécessaire en réseau. Et pour finir, nous avons eu cette présentation d'une action très concrète et très intéressante sur la commune de Ramonville avec une illustration très pratique et très concrète de la mise en œuvre d'une politique d'élimination des perturbateurs endocriniens à tous les niveaux, hein, au sein d'une commune, avec les limites, l'importance de prendre son temps et d'avancer de façon progressive, là où on peut, une fois de plus, d'agir de façon progressive. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, moi, je trouvais que c'était vraiment une journée extrêmement riche. Je pense que ça va être très intéressant de revoir les présentations peut-être reposées, de lire, de s'emparer du document de connaissances également à tête reposée, parce que là aussi, il est très riche. Et donc, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, les responsables de l'IREPS et Marie Donus en particulier, sans qui cette journée n'aurait pas été possible, hein, pour avoir pu mener cette journée à son terme. Voilà. Merci Je remercie tous les gens qui sont restés jusqu'au bout. Merci à vous, Madame Allier. Merci à tous les participants. Merci à toutes les intervenantes et tous les intervenants qui ont bien voulu se libérer aujourd'hui. C'était vraiment passionnant, très riche, très dense. Effectivement, la proposition de revenir et de voir et revoir certaines séquences me paraît tout à fait adaptée. N'hésitez pas encore une fois à consulter le dossier de connaissance du CREA-IORS, à le partager autour de vous et à y revenir en fonction de vos pratiques. Merci en tout cas et on vous tiendra au courant une fois que les vidéos seront postées sur le site. Merci Un grand beaucoup. merci à vous tous. Merci. Merci.